Allô, moi c'est Geneviève et je suis finissante à la maîtrise en orthophonie. Puis je mets de l'emphase sur finissante parce que j'ai presque fini. Puis dans tous les autres épisodes avant, c'était je suis candidate à la maîtrise, blablabla. Mais là, je suis finissante. Ha! Yes! Et moi, je m'appelle Judith Labonté, je suis orthophoniste et formatrice. Dans cet épisode de Je suis un podcast, on reçoit Juliette de Chassé, qui est une orthophoniste à Lyon, en France, et on parle de l'ACT, qui est en anglais Acceptance and Commitment Therapy, et en français, la thérapie d'acceptation et d'engagement. Et petit point, parce que Juliette va parler de la 3e vague de psychothérapie dans l'épisode. Et pour ceux qui ne connaissent pas trop, juste un petit point pour dire que la première vague, en fait, on parle de thérapie cognitive. La 2e vague, ça serait des thérapies cognitivo-comportementales. Et là, l'acte s'inscrit dans la 3e vague de thérapie. Donc, et si vous voulez en savoir un peu plus, on vous laisse en référence une vidéo très intéressante d'une psychologue qui explique là, les vagues de thérapie. Voilà. Mm-hmm. Et comme vous le sentez peut-être déjà, cet épisode s'adresse un peu plus aux orthophonistes, mais évidemment, ça peut être super intéressant pour les personnes qui bégayent. Bonne écoute! Bonne écoute à tous! Et toutes! Hey, allô Geneviève! Salut Judith! Comment ça va? Ça va super bien! Dans cet épisode-ci, on va parler de la thérapie ACT, qui est la thérapie d'acceptation et d'engagement. Et on reçoit une orthophoniste de France qui est spécialisée dans cette thérapie-là. C'est Juliette de Chassé. Salut! Bonjour! Salut! Juliette, comment ça va? Très bien, merci. Et toi? Ça va. Ben, justement, on en parlait tantôt avant d'enregistrer. Ce matin, pour moi, je vais vous l'avouer, cher public, ça va mieux maintenant, mais il y a quelques minutes, quand on a commencé notre réunion, j'avais les émotions à fleur de peau, comme on dit. Et je me sentais pas professionnelle d'avoir les larmes aux yeux comme ça. Mais justement, ça tombe bien parce que dans cet épisode, comme je vous disais, on va parler de la thérapie d'acceptation et d'engagement. Et cette thérapie-là, il y a des composantes dedans qui me plaisent beaucoup, notamment l'acceptation de nos émotions, de notre souffrance, la flexibilité psychologique. Donc, j'avais des pensées comme « Ah, c'est tellement pas professionnel, notre rencontre commence, puis je pleure, tu sais. » Mais justement, ça me permet de mettre en pratique des principes de l'ACT. Puis je tiens à dire que j'étais dans de très bonnes mains avec vous deux. Merci beaucoup de votre accueil. Je me sens c'était comme presque une thérapie pour moi. Et nous, on te remercie pour ta confiance, Geneviève. Merci. Ben, je voulais vous dire, il n'y a personne de parfait dans la vie, comme on dit. Puis je sais pas pourquoi on relie la perfection au fait de contrôler ses émotions tout le temps, tu sais. C'est un peu... En fait, c'est très humain, donc... Merci encore. Oui, donc ben là, je parle beaucoup de moi, mais j'aimerais ça qu'on parle de notre invitée, comme je vous disais, qui est Juliette de Chassé. On est tellement contente et tellement choyée que tu sois là avec nous. Tu es une ressource incroyable en ce qui a trait à la thérapie ACT pour les gens qui bégaient. Et j'ai très hâte qu'on en parle. Donc, je te présente enfin. Tu enseignes au Centre de formation universitaire en orthophonie à Lyon. Mm-hmm. Comme je disais tantôt, tu es spécialisée en ACT que tu utilises couramment dans ta pratique. Oui. Tu as aussi écrit plusieurs articles sur l'ACT qu'on va mettre dans les ressources de notre podcast. Et dans notre épisode, on va parler de ce que l'ACT c'est, de ses grands principes,
l'approche clinique. On va donner des exemples cliniques d'utilisation de l'ACT aussi. Puis on aura des super belles réflexions à vous partager. Donc, avant de se lancer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu nous parles de ton parcours personnel comme orthophoniste. Pourquoi tu es devenu orthophoniste et qu'est-ce qui t'a emmené vers l'ACT? Alors j'ai réfléchi parce que je me souvenais plus très bien pourquoi je me suis tournée vers l'orthophonie, mais il me semble me souvenir que j'avais très très naïvement, très simplement envie de faire un métier où on s'occupe des autres. Et j'avais rencontré une orthophoniste quand j'étais plus jeune, encore au lycée, et j'avais adoré la relation qu'elle avait avec ses patients. Et cette relation qui dépassait largement la dimension technique à laquelle on est parfois résumé quand on est orthophoniste. Ah, les orthophonistes, elles apprennent à parler à leurs patients. Voilà, j'avais adoré la relation qu'elle avait. Je la trouvais belle aussi, ce qui n'était pas désagréable. Et puis je me suis renseignée sur les études. Les études sont vraiment passionnantes. J'ai passé le concours et puis je l'ai réussi. J'ai fait mes études. Et une fois le diplôme en poche, j'ai pas arrêté de me former. Comme beaucoup d'orthophonistes, je trouve qu'on a une formation, on se forme beaucoup. Et puis peu de temps après avoir été diplômée, j'ai entamé un DU de thérapie comportementale et cognitive sous la direction diplôme universitaire, un diplôme pour universitaire, voilà. Les Québécois là, qu'on n'a pas c'est pas la même chose ici qu'en France, mais ouais. Qui était dirigé par Jean Cotreau, qui est une personnalité assez importante dans le domaine des thérapies comportementales et cognitives. Et pour moi, ça a été une grande respiration de continuer à apprendre. Il y avait une étendue de connaissances que j'utilisais pas forcément en tant qu'orthophoniste, mais qui m'a vraiment permis de commencer à emprunter un peu des outils et à pouvoir les appliquer, notamment par rapport à l'anxiété de mes patients. J'ai tout de suite commencé à travailler avec des patients qui bégayaient, qui avaient des problèmes de voix, puis des adultes. Et je crois que ça m'a aidée par rapport à ma propre anxiété, parce que j'étais très jeune. Jamais je m'étais intéressée à ce qui se passait à l'intérieur de moi, et forcément je me retrouvais, j'avais le sentiment d'être pas si différente de mes patients en fait, et que les difficultés de mes patients, certes j'avais pas de difficulté de voix ni de bégaiement, mais que la dimension émotionnelle et leur souffrance, je me sentais pas si différente d'eux en fait, et que il fallait bien que je me sente un peu équipée pour pouvoir et travailler un peu sur moi, sur mes propres émotions, ma propre anxiété, écouter mon envie de les aider et puis de pouvoir réellement les aider en fait. Et du coup après, donc dans les TCC, les thérapies comportementales et cognitives, il y a des formations, je me suis renseignée, puis progressivement je me suis intéressée à la thérapie ACT qui est une cousine, qui est une autre génération des thérapies comportementales et cognitives, qui en est issue en fait, et qui vient intégrer la méditation de pleine conscience, et la thérapie ACT est une thérapie de cette troisième génération. Et là, j'ai fait une formation aussi en un cycle de mindfulness pour la réduction du stress. Et en fait, la thérapie ACT, elle a vraiment bouleversé profondément ma vie professionnelle, parce que c'était un moment de grande lassitude professionnelle pour moi et de fatigue professionnelle. Et l'ACT m'a aidée à repenser ma façon de travailler, à remettre de la clarté dans ma manière d'être, à travailler un peu moins aussi et mieux, à repenser le cadre de mes séances. Et j'ai retrouvé un plaisir professionnel fou en fait, qui m'a jamais C'est combien quitté. de temps, hein? Juliette, tu dirais, tu sais, ce moment-là, là, charnière un petit peu avec ta découverte de l'ACT, ça avait pris, t'avais été en clinique combien de temps, combien d'années? Donc le diplôme universitaire en thérapie comportementale et cognitive, je l'ai fait 4 ans après mon diplôme, donc il y a longtemps en fait, il y a presque 20 ans. Et après, l'ACT, ça fait 15 ans à peu près. Et 15 ans que j'ai découvert. 5 ans. Ouais. 5 ans de clinique. Voilà. Okay. Ou peut-être un peu moins, je me rends à peu près. compte. OK. Ouais. Que là, tu disais, là, justement, il y avait comme une lassitude, comme tu disais, là, qui s'installait. OK.
Et ça a été une vraie libération pour moi, l'acte, parce qu'on en parlait ensemble. J'ai découvert une approche où tu es autorisé à te libérer un peu de l'utilisation systématique et un peu obsessionnelle qu'on peut avoir, voire culpabilisante aussi, de protocoles pour se connecter et s'adapter justement à la réalité et aux besoins des patients. Parce que l'acte, ça n'empêche pas d'être... Moi, je reste vraiment orthophoniste, je ne me prends pas pour une thérapeute, hein. Enfin, même si parfois je le dis, en fait, c'est une aberration de langage, mais je reste orthophoniste et toutes ces formations, c'est pour continuer à être orthophoniste. Mais j'aime bien le côté pas protocolisé, qui ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, en fait. On va chercher à activer des processus avec les patients, on va continuer à utiliser tous les outils qu'on utilise en orthophonie, mais on est dans... je sais pas, c'est d'autres perspectives, de susciter le changement, de remettre le patient en action, de l'aider à s'observer. Il n'y a pas de feuille de route stricte, mais il y a quand même un fil rouge, bien sûr, qui est de rechercher avec le patient ce qui fonctionne le mieux pour lui, ce qui l'aide le mieux à l'instant où on le rencontre, en fait. Et moi, j'aime beaucoup cette image, qui n'est pas du tout de moi, hein, mais de faire... de composer avec toutes les données qu'on recense auprès du patient au fur et à mesure où on le connaît, et de faire du cousu humain, de rechercher ce chemin spécifique pour ce patient-là, qui fait que il ne s'agit absolument pas de faire n'importe quoi, mais de quelque chose de très concret, et surtout on ne fait pas deux fois la même chose, parce qu'on fait à chaque fois quelque chose de différent, et c'est très créatif en fait. Ouais, je pense que, je ne suis pas encore une spécialiste de l'acte, mais ça me tenterait vraiment d'en devenir une. Mais de ce que j'en connais, j'ai l'impression que l'acte est très flexible, permet de s'adapter vraiment à ce que la personne devant nous a besoin maintenant, où elle est rendue à ce moment-ci. J'aimerais ça que tu nous parles, parce qu'il y a tellement de choses à parler autour de l'acte. Par exemple, comment ça bouleverse notre pratique, puis que culturellement, on n'est pas habitué à ces thérapies-là. Puis avant de parler de tout ça, j'aimerais qu'on parle de ce que l'acte c'est plus précisément. Est-ce que tu pourrais commencer par nous expliquer c'est quoi les grands principes de la thérapie acte? Ou le cadre de la thérapie acte, ou répondre comme ce qui vient en tête pour nous expliquer. Ouais, pour que les gens comprennent un petit peu. Quelques mots sur l'acte. L'acte, c'est la thérapie d'acceptation et d'engagement, que l'on prononce acte. Elle appartient au domaine des psychothérapies, elle a été développée par Steve Hayes aux USA. Elle appartient à la 3e vague des thérapies comportementales et cognitives. Alors, comme son nom l'indique, la thérapie acte, elle consiste à accepter ce qui ne peut pas être changé et à s'engager vers ce qui peut l'être. Alors, pour cela, ça signifie plusieurs choses. Pour accepter ce qui ne peut être changé, c'est important d'avoir une certaine clarté, justement, sur ce qui ne peut pas être changé et ne dépend pas de nous, et d'avoir une certaine clarté sur ce qui peut l'être changé et ce qui dépend de nous et qui fait qu'on va ensuite s'engager dans l'action et dans le changement. Et puis bien sûr, ce qui est important aussi, c'est d'apprendre à observer ce qui est important, hein, car ça va donner du sens, ça va donner aussi une direction à mes actions engagées. La grande idée centrale dans l'acte, c'est de quitter la lutte. La lutte qui prend beaucoup d'énergie, qui épuise physiquement, psychiquement, et qui nous rend indisponibles au changement. Alors dans l'acte, on va chercher à activer des nouveaux comportements plus fonctionnels, plus en lien avec nos aspirations, avec ce qui compte pour nous, et à changer notre relation à ce qui nous fait souffrir. Ça, c'est hyper important, c'est-à-dire à augmenter notre seuil de tolérance à ce qui est inconfortable. À notre seuil de tolérance avec le désagréable, parce que c'est souvent le désagréable qui nous amène à réagir, à fuir, qui nous maintient et nous fait persévérer dans des habitudes ou des actions peu fonctionnelles. Et apprendre à tolérer un certain niveau physiologique et psychologique d'inconfort
inhérents à la vie, comme la peur, les pensées anxieuses, le stress, et avec toutes ces manifestations physiologiques bien désagréables, toutes ces expériences intérieures désagréables qui sont en lien avec le doute, l'incertitude, le risque, le stress, enfin, bref, la vie. Alors plusieurs processus sont activés dans l'acte pour développer la flexibilité psychologique et comportementale du patient et du thérapeute. Développer la flexibilité, c'est vraiment l'objectif de l'acte. Donc ces processus qui sont souvent représentés sous forme d'un hexaflex, ils sont plusieurs, c'est apprendre à observer, c'est un mot très important l'observation, apprendre à observer notre expérience, ce qui se passe à l'intérieur de nous, observer la fonctionnalité de nos actions, observer la lutte, observer toute notre expérience. C'est aussi apprendre à se distancer de nos pensées au lieu de chercher à les supprimer ou à les modifier. C'est aussi apprendre à accueillir notre inconfort, nos émotions douloureuses, nos pensées difficiles ou anxieuses par des outils de pleine conscience ou de mindfulness. Mais c'est aussi identifier nos valeurs pour les mettre en action de manière très concrète, petit pas par petit pas, marche après marche, apprendre à identifier les obstacles extérieurs et surtout les obstacles intérieurs qui nous empêchent d'avancer, d'agir, et c'est choisir de faire avec, de faire en présence de ces obstacles. Alors pour être concret, dans le cas du bégaiement, c'est arriver à mettre la peur de bégayer, la peur de montrer son bégaiement en concurrence avec des renforçateurs beaucoup plus puissants qui vont permettre l'action. Donc ces renforçateurs, ça peut être choisir d'être spontané, la liberté de dire, l'envie de s'exprimer, de participer, de donner son point de vue, le plaisir de se dire, l'audace de montrer qui l'on est, et de mener notre vie et à notre manière, quel que soit le regard des autres sur soi. Donc c'est vraiment faire passer la thérapie de « je veux plus avoir peur de parler », je peux être stressée à l'idée de parler, à « je suis capable de parler en ressentant de la peur ». C'est de faire passer, de bouger le patient, dans le cas du bégaiement, à « il faut pas que je bégaye, sinon… » Voilà, tous ces risques, toutes ces petites menaces qu'il y a derrière le sinon, à « je choisis de m'exprimer et j'accepte de ressentir de la peur ». On va donc entraîner le patient à s'approcher de ce qui est important, au lieu de rechercher ce qui est confortable pour lui, et à s'approcher de la personne qu'il a envie d'être, en fait, envie d'être dans l'échange, dans sa vie relationnelle et plus largement dans sa vie. Peut-être pour les orthophonistes, de dire que l'acte, quand on se forme à l'acte, on ne va pas apprendre un nouvel outil au sens où on l'entend, nous, en tant qu'orthophonistes. C'est une approche, c'est une manière d'être et de faire avec le patient que l'on peut incarner, quelle que soit notre approche, quels que soient les outils qu'on utilise avec notre patient. C'est vraiment, c'est pas, je vais me former à l'acte et je vais avoir un nouvel outil pour mes patients. Je vais apprendre une nouvelle manière d'être avec mes patients, parce qu'on va chercher à activer des outils qui sont très précis, des processus, qui sont très précis. Le fait d'arriver à être plus présent à ce que l'on vit dans l'instant, à prendre conscience de ses émotions, à apprendre à les accueillir, c'est la notion d'acceptation, prendre conscience de notre manière d'être en relation avec nos pensées, ça va être plutôt la diffusion, d'apprendre quelque chose de fondamental qui est la capacité à s'observer, qui est une habileté, je trouve, extrêmement fine, et il me semble que s'il y a vraiment une chose absolument essentielle à apprendre à nos patients, c'est à observer. Nous aussi à observer, pas à juger, mais à observer, d'écrire pour mieux connaître, parce qu'on ne peut changer que ce qu'on connaît, et que ce qu'on accepte de côtoyer d'ailleurs. Et puis l'objectif, c'est qu'on est branché sur un objectif commun avec notre patient qui est le changement, on veut le remettre en action, et que
le principe actif de la remise en action du patient, c'est qu'il vienne avec curiosité regarder son expérience, voir comment il est coincé dans son expérience, comment peut-être ce qu'il fait ne fonctionne plus, ne l'aide plus à avancer dans le sens de ce qui est important pour lui, et de le remettre en action en direction de ce qui est important pour lui, alors qu'il y a des obstacles. C'est ça ce que signifie l'acte. Le refrain de l'acte, c'est accepter ce que je ne peux pas changer et m'engager vers ce qui peut l'être. Mais ça exige d'avoir la clarté et le courage peut-être aussi, et le temps, de prendre le temps, d'oser prendre le temps de s'arrêter avec quelqu'un pour regarder ensemble l'expérience du patient, de sa perspective à lui, et regarder, bon, qu'est-ce que je peux pas changer et que je vais devoir accepter, et peut-être qu'on reparlera de l'acceptation ensemble, et qu'est-ce que je peux changer, et là j'ai envie de m'engager dans des actions concrètes pour changer et avancer. Et puis reconnaître aussi, il y a des choses qui ne dépendent pas de moi et il y a des choses qui dépendent de moi. L'acte apprend à être aussi dans un langage de responsabilité vis-à-vis de soi. Et on parlait de la flexibilité, ça c'est aussi très important. Tous ces processus qu'on vient activer chez le patient, que ce soit le contact avec l'instant présent, les valeurs, l'action, la diffusion, l'acceptation, c'est au service de développer la flexibilité psychologique et comportementale, c'est-à-dire cette capacité à apprendre ou à choisir de faire des actions très concrètes, très précises, qui m'aident à avancer dans le sens de ce qui est important pour moi, alors que c'est difficile, alors que j'ai peur, alors qu'il y a de l'inconfort, alors qu'une partie de moi dit que je ne vais pas y arriver. C'est ce qu'on appelle les obstacles intérieurs. Il y a les obstacles extérieurs aussi, mais il y a les obstacles intérieurs. Donc la thérapie ACT, c'est remettre notre patient dans une dynamique d'action, de changement, alors que c'est difficile, alors qu'il y a de l'inconfort et que forcément une partie de lui aimerait bien s'en débarrasser ou le nier ou l'éviter, et que ça déclenche chez nous un processus une envie de contrôler, quoi. On a parlé du contrôle tout à l'heure. L'envie de contrôler, d'éviter, de maîtriser et de supprimer. C'est beaucoup ce que nos clients en bégaiement vont essayer de faire, hein? De vouloir changer des mots pour ne pas bégayer, éviter le bégaiement, éviter des situations qui leur apparaissent plus difficiles, vouloir contrôler le bégaiement. Ça me parle énormément parce que justement, il y a quelques jours, j'ai donné une conférence dans un cours sur le bégaiement à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Oui, Puis ce que je disais aux étudiantes, c'était que je déplorais que dans les thérapies orthophoniques que j'ai eues jeunes, c'était très axé sur la fluidité, donc sur le mécanique. Puis je déplorais d'avoir eu aucun outil pour savoir comment réagir quand je bégais, tu sais. Parce qu'on me disait, ben, tu parles plus lentement, initiation douce. Puis c'est tous des trucs qui peuvent fonctionner si t'es disponible à les mettre en place. Mais je pense pas, avec mon expérience personnelle, que quand t'es anxieux, anxieuse, quand t'es habitué à réagir vite à ton bégaiement, que t'as peur de bégayer parce que bégayer, ça fait peur, puis culturellement, on apprend à avoir peur de ça. Quand t'as peur puis t'es anxieux, t'es pas disponible à mettre en place des techniques de modification du bégaiement ou de façonnement de la fluidité, tu sais. Puis c'est ça, c'est comme j'aurais eu besoin de ça, je pense, tu sais, qu'on m'explique dans quel état être quand ben pas qu'on m'explique, mais qu'on me dit, comme qu'on en parle, tu sais. Ouais, mais qu'on t'accompagne. Des outils pour réagir à ça, pour moins avoir peur, tu sais. Qu'on t'accompagne aussi à reconnaître ça. C'est ça aussi, tu sais, de reconnaître qu'est-ce qui se passe dans notre corps, qu'est-ce qu'on ressent. Essayer de prendre du recul, de le regarder d'un autre œil,
de réfléchir à qu'est-ce qui est important pour nous. C'est beaucoup ça, tu sais. Qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est vrai que c'est juste la fluidité ou c'est je veux parler, je veux poser ma question en classe parce que je sais la réponse, puis ça, c'est vraiment ce qui est important pour moi. Je veux montrer les connaissances aux autres de ma classe, par exemple, ou c'est ça, je veux, j'ai une compétence puis je veux la faire valoir. Fait que c'est ça aussi, c'est une autre façon de regarder, puis effectivement, c'est quelque chose qu'on faisait moins il y a 15-20 ans, en fait, c'est ça. Toi, Juliette, ça fait 15 ans que tu accompagnes les clients avec l'ACT, mais c'est ça, c'est une thérapie qui est arrivée plus dans le début des années 2000, fin 90. Donc, puis en orthophonie, ça c'est en psychothérapie qui s'est arrivé, mais en orthophonie, je dirais, c'est ça, 15. Tu as été une des pionnières, en fait, Juliette, je pense, à l'inclure en orthophonie, tu sais, l'approche ACT. Je ne sais pas si j'ai été pionnière, mais c'est vrai que l'ACT existait déjà depuis plusieurs années et les orthophonistes ont commencé à s'y intéresser il n'y a pas très très longtemps en fait. Et c'est sûr que c'est merveilleux parce que ça nous aide à quitter cette approche mécanique, à sortir de ce côté un peu technicien à laquelle notre nom, orthophoniste, renvoie. Nos études nous renvoient et peuvent parfois nous cantonner à cette dimension un peu technique par rapport à nos patients. Et ça veut dire s'intéresser à la dimension, c'est indispensable aujourd'hui, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on le sait, c'est qu'on sait aujourd'hui qu'il est indispensable de s'occuper des émotions de notre patient, de son système de pensée, de son système de croyance, parce qu'on sait que les personnes qui bégayent ont de l'anxiété anticipatrice, qu'il y a la peur du jugement, des réactions des autres, la peur d'être perçue comme une personne qui bégaye, la honte, les sensations corporelles désagréables qui font partie intégrante de la problématique et qui l'entretiennent aussi. Et que si on n'intègre pas cette dimension émotionnelle et cognitive dans le parcours de soins, tout en restant dans notre domaine de compétence, il ne s'agit pas de se la jouer psychologue. Mais beaucoup d'orthophonistes ne vont pas se sentir équipés et du coup peut-être légitimes de venir s'occuper des émotions du patient sous prétexte que c'est pas notre domaine. Comme si c'était pas notre domaine et que le domaine des émotions, c'est le domaine des psychologues et nous, notre domaine, c'est le domaine de remettre droit à la parole. Ouais. Et donc ça, c'est dommage. Orthophonie, c'est voilà. Ça. Ouais. C'est ça. Veux-tu nous en parler un petit peu, Juliette, juste rapidement, de cette vision-là de rectitude en lien avec le terme même de notre profession, orthophoniste. Oui, moi je me suis beaucoup indignée, peut-être un peu moins maintenant parce que ça change un peu, il me semble, de trouver que le nom de notre profession nous dessert énormément. Parce que on est déjà tellement facilement sur le mode résolution de problèmes, et puis les orthophonistes, dans leur désir d'aider, sont facilement aussi en mode sauveur, en mode pompier avec les patients. Et puis, pompier, j'aime ça! J'adore ça! Oui, c'est ça! On va éteindre les feux, c'est ça que tu veux dire? Et puis on a une formation tellement riche aussi, on a tellement d'outils, on peut aider nos patients dans tellement de domaines finalement, que à la fois parfois ça vient nous aider à comprendre pourquoi les patients viennent, nous attendent chez nous qu'on déclenche ce mode résolution de problème, parce que ils viennent nous voir, ils attendent, ils sont pleins d'attentes, ils veulent effectivement qu'on résolve leurs problèmes, ils veulent des exercices, une méthode, et ils le veulent d'autant plus que c'est comme ça souvent que l'orthophonie leur a été présentée. Et puis c'est ce que signifie notre nom. Orthophonie, c'est remettre la parole droit. Et c'est comme ça que le médecin aussi peut dire, allez voir l'orthophoniste, elle va vous remettre droit votre parole. Et du coup, quand on est dans cette recherche de solutions, dans le sens supprimer le problème, et qu'on est là à beaucoup s'agiter, et puis on est souvent très motivé pour aider le patient à résoudre ses problèmes, à répondre à sa demande de résolution, qu'on le maintient lui aussi, le patient. On l'éduque un peu malgré nous à attendre de nous cette résolution de problème, et peut-être parfois à pas être suffisamment acteur avec nous, à pas être suffisamment dans cette recherche avec nous, dans cette co-construction avec nous. Mais moi, il me semble qu'on a une grande responsabilité
et que c'est normal que les patients viennent avec ces questions pièges, c'est normal qu'ils nous attendent à cet endroit-là de la résolution de problèmes et que c'est à nous de leur dire. Et que c'est à nous, les orthophonistes, de nous désencombrer de notre besoin de performance pour aider nos patients et à se méfier de cette tentation de résoudre et de donner des conseils. Parce que quand on donne des conseils, finalement, on s'éloigne de ce qui est tellement important à la base dans notre métier, c'est d'aider notre patient à sécréter ses propres solutions, entre guillemets, à ressentir comment il va transformer un peu les choses. On l'empêche de trouver son propre chemin spécifique. Et en même temps, on se fait du bien, c'est sûr, quand on donne qui est-ce que j'aide quand je donne des conseils? Moi, c'est vraiment ma question. Est-ce que j'aide véritablement mon patient qui finalement, si je lui donne trop de conseils, je l'empêche d'être dans cette attitude de chercher? Est-ce que je lui donne une solution? Et est-ce que je fais pas un peu du bien à moi? Je vous ai aidé, regardez, je vous ai conseillé, regardez comme je suis une bonne orthophoniste, remerciez-moi. Ouais, ça me parle beaucoup parce que j'ai des collègues ou des gens en tête là, que c'est comme ça qu'on a été formés, donc c'est ce qu'on pense que est la même chose, mais en fait ce qu'on revoit aussi en acte, ou dans même d'autres approches en orthophonie récemment, dans les dernières années, c'est d'écouter, d'être présent, d'accueillir les émotions, le ressenti, et d'écouter les besoins, de comprendre les besoins de l'autre. Ça part de l'autre, c'est pas nous qui allons régler, comme on dit entre guillemets, le problème, c'est qu'on doit être à l'écoute, savoir les besoins du client, puis ça part de lui ou d'elle. Oui, puis le patient, il n'a pas que besoin il arrive avec cette demande par rapport à sa fluence, mais souvent il arrive à exprimer le besoin de moins avoir peur, le besoin d'être plus confortable sur le plan émotionnel, le besoin de se désencombrer. Les patients, ils peuvent le décrire, que le matin, ils se lèvent avec leur bégaiement dans la tête et ils se couchent avec le bégaiement, et toute la journée, il y a des pensées sur qu'est-ce qu'on va penser de moi, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce qu'on va me comprendre, est-ce qu'on va m'accepter, etc. C'est certainement, c'est un inconfort fou qu'on a du mal à imaginer. Ouais. Et donc le besoin, il est là aussi. Il y a des personnes qui bégaient, puis ça, c'était comme moi avant, tu sais, qui décrivent que le bégaiement, c'est comme une épée de Damoclès au-dessus de leur tête, là, qui sont constamment en danger d'avoir des dysfluidités, puis là, de créer un malaise chez l'autre personne, chez elle-même. Ouais. Ce qui me parle de l'acte, c'est que ça offre un cadre tant pour accompagner la personne que pour l'orthophoniste aussi. Exactement. Et moi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est que les orthophonistes se sentent plus légitimes et que du coup, elles soient plus équipées aussi et pour venir accueillir la dimension émotionnelle et cognitive du patient. Et c'est normal que les orthophonistes ne soient pas à l'aise avec les émotions de leurs patients. C'est pas agréable quand le patient souffre, partage sa frustration, quand on voit les parents qui sont très inquiets, qui ont besoin d'être rassurés parce que leur enfant, ils ont peur que leur enfant continue à bégayer. C'est normal d'être inconfortable en présence d'un patient, d'un petit loulou qui nous dit moi j'ose pas lever la main en classe, en présence d'un patient qui dit mais moi des émotions d'un adulte qui a peur qu'on pense de lui qu'il est bizarre, ou encore d'un patient qui dit mais moi j'oserais jamais appeler mon enfant par le prénom que j'aime parce que j'aurais trop honte de bégayer devant mon enfant. On peut pas être confortable en tant qu'orthophoniste en présence de l'expérience émotionnelle de notre patient, mais l'acceptation de cet inconfort émotionnel ne pourra passer que par notre propre acceptation à nous. On a besoin de travailler sur cet accueil. C'est ça. Parce que tu disais, Juliette, dans le fond, dans ton parcours, quand l'acte est arrivé dans ta vie, ça a été un bouleversement. Tu as dit ça aussi parce que, dans le fond, c'est que tu l'as aussi intégré dans ta vie. C'est ça, hein? Dans le fond, c'est ça. Comme tu dis, si on veut aider les gens, on veut supporter, accompagner nos clients, nos patients, on doit en premier l'appliquer ou en tout cas
l'appliquer l'acte ou utiliser le comprendre pour nous-mêmes, Bien pour sûr. nos propres émotions. Sinon, ça nous renvoie dans la souffrance, parce que combien d'orthophonistes ont le sentiment de ne pas être légitimes de venir aider leurs patients, parce que comment faire pour aider un patient à explorer son monde intérieur, à accepter de côtoyer son inconfort si on ne sait pas le faire nous-mêmes? Mais c'est ça. Comment est-ce qu'on aide un patient à accepter ses résistances, ses contradictions, sa complexité, ses ambivalences, si on ne sait pas accueillir aussi ce qui se passe en nous? Donc, et puis comment est-ce qu'on peut, même à la limite, je dirais, comment est-ce qu'on peut prétendre s'occuper d'un être humain, d'un autre être humain, si on ne sait pas un peu s'occuper du premier être humain dont on a la charge, c'est nous. Mais et donc, ouais, quand on tellement. commence à faire des formations qui nous équipent un peu dans ce domaine-là, ben c'est un vrai soulagement, exactement le même soulagement que quand on partage ses émotions avec quelqu'un, je trouve. Et puis parce qu'on s'aperçoit, moi quand j'en parle avec mes amis orthophonistes, on partage la même expérience. On est tout un peu en difficulté avec ce bazar de ne pas oser s'occuper des émotions de notre patient parce qu'on pense que c'est pas notre domaine, et que c'est vrai, les patients vont nous dire « Ah, mais vous êtes psychologue en fait !» Mais vous n'êtes pas un larynx, monsieur. Vos difficultés ne sont pas que dans le larynx ou que dans la bouche. On le sait que leur difficulté, elle est dans leur émotion et dans leur tête. Ben ouais. Mais on reste dans notre niveau de compétence. Moi, je n'ai pas du tout la prétention de me prendre pour une psychologue. Notre domaine de compétence, c'est la communication. Et il se trouve qu'on va avoir des patients qui bégayent, qui ont de l'anxiété, qui ont tout un système de pensée, et qui ont en plus des difficultés émotionnelles qui nécessitent un soin spécifique chez une psychologue pour aller travailler des choses plus en profondeur, plus en lien avec l'histoire, avec la famille, avec les relations avec les parents. Il y a besoin, bien sûr, pour certains patients de compléter ce travail-là par un soin psychologique. Mais nous, en tant qu'orthophonistes, j'aimerais que les orthophonistes, et je pense que c'est un peu le cas là depuis quelque temps, se sentent plus légitimes et de comprendre que c'est indispensable de s'occuper de toutes ces dimensions-là, d'être dans cette approche intégrative qu'on nous reconnaît avec les patients. Ouais, puis en fait, je l'ai juste complété, puis je sais, Geneviève, tu voulais rajouter un point, mais pour compléter ce que tu dis, Juliette, tu sais, parce que les orthophonistes, ça, sont souvent mal à l'aise d'aborder ça, mais comme on se disait, moi, cette semaine, un client me disait, le bégaiement, c'est une chose en soi, mais moi, ce que je trouve qui est le pire dans ma vie, c'est tout l'impact que ça a. Comme tu dis, je me lève avec ça dans la tête et je me couche avec ça dans la tête, et c'est ça aussi qui fait que notre travail devient beaucoup plus riche et efficace, dans le sens que là encore là, c'est comme un terme de performance, mais dans le sens que ça devient beaucoup plus aidant, puis j'aide beaucoup plus le client quand j'aborde ça. Puis en fait, c'est ça, nous, au Québec, ce qu'on s'est dit avec des collègues psychologues aussi, c'est qu'on fait de l'éducation psychologique. Oui. On ne fait pas de la psychothérapie comme un psychologue. On montre comme la théorie, si on veut. On explique le cadre de diffusion, comme tu disais, là, l'hexaflex, les six aspects là, de l'acte. Donc, tu sais, le moment présent, l'acceptation, tout ça. On explique un peu ça aux patients, puis avec nos mots, puis comment mais on fait de l'éducation psychologique pour lui montrer ça. Puis si jamais, puis encore là, il faut se sentir à l'aise. Donc, tu sais, idéalement, c'est aller se former, nous, en tant qu'orthophoniste ou en tant que personne, à l'acte. Il y a différentes formations qui s'offrent au Québec. On va regarder, voir s'il y a quelque chose qu'on peut créer aussi, peut-être avec Juliette, on verra, mais dans le sens que c'est ça. Fait qu'il faut premièrement l'appliquer à nous, pour après ça, avoir de l'espace pour accueillir l'autre. C'est vraiment ça, moi, je trouve, là, parce que si on est déjà, nous, on se connaît pas, on est prise déjà avec toute notre anxiété, tout ça, on n'a pas d'espace pour accueillir, on n'a pas de disponibilité pour accueillir le ressenti de l'autre, puis, tu sais, je veux dire, moi, j'ai des enfants aussi, qu'on parle du bégaiement, puis j'en ai une, je pense, elle s'est mise à pleurer, là, mais pleurer parce qu'elle parlait pas de bégaiement, puis c'est la première fois que je lui disais,
qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu trouves difficile? Puis là, elle se met à pleurer. Oh Puis moi, je me mon souviens, quand j'ai Dieu. fini l'école, un client qui pleurait, là, quand j'ai fini l'école en 2008, j'étais comme, oh mon Dieu, mais c'est trop pour moi, tu sais. C'est normal on n'est pas outillé pour ça. Donc, il faut aller se former justement plus en profondeur pour apprendre à se comprendre nous-mêmes, comprendre nos émotions, la bienveillance, le non-jugement, toutes les caractéristiques qui sont en lien avec la pleine conscience. C'est la méditation aussi peut-être, puis c'est ça, tout ça pour faire de l'espace à l'autre. J'ai beaucoup aimé ce que vous disiez tantôt sur le fait que toute personne qui bégaye aura des émotions liées à son bégaiement, tu sais. Tout le monde. Comme je suis convaincue, il n'y a pas une personne sur Terre qui bégaye qu'il n'y a pas d'émotions liées à ça, tu sais. Parce que la parole, c'est tellement intime. Fait que j'ai vraiment aimé que vous disiez, tu sais, ben, ce que j'ai interprété, c'est que c'est notre devoir de prendre ça en compte. Puis que, justement, si la personne, là, se met à parler de ses relations familiales, puis blablabla, puis ça dépasse clairement le cadre de nos compétences, c'est là, OK, on peut référer à un ou une psychologue, tu sais, mais j'aime cette redéfinition-là qu'on a un peu fait tantôt, de dire, ben, c'est normal qu'il y ait des émotions, c'est clairement dans nos compétences d'en tenir compte. Mm-hmm. J'aimerais ça, si ça vous tente, qu'on se prête à un exercice de mise en situation pour expliquer un peu plus concrètement ce que l'acte c'est. Donc, disons par exemple que Juliette, tu reçois un client qui bégaye qui a 8 ans. Donc, c'est un enfant, ses parents sont présents lors de la thérapie. Les parents tiennent vraiment à ce que le bégaiement parte, ils aiment pas ça, non. Puis ils ont une idée fixe là, que tu vas régler le problème, tu sais. Ouais, puis c'est tellement ce qu'on entend. Souvent, Ouais. c'est tellement un exemple qui va résonner chez plein dans la pratique clinique de plein d'orthophonistes ou d'étudiants qui vont être en stage en orthophonie, là. Fait que, ouais, souvent, c'est ça la demande. Je suis fière de mon exemple. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, comment ça se passe avec cette personne-là? La réponse d'un thérapeute acte, il te dirait « ça dépend ». Oui, mais c'est ça aussi qui fait peur. C'est ça qui fait peur. C'est vraiment, tiens, et si les parents, ils sont comme ça et l'enfant est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? En fait, normalement, je peux pas te répondre. C'est ça dépend. Mais dans les grandes lignes, c'est peut-être se dire, tiens, comment est-ce que je vais venir dans mon cadre interne? À quoi je vais me raccrocher dans mon cadre interne pour venir accueillir cette famille et la problématique de cette famille? Déjà, moi, dans mon cadre interne, il y a l'idée que le bégaiement d'un enfant, c'est une double problématique. En fait, il y en a presque 3 des problématiques. Il y a la problématique des parents, il y a la problématique de l'enfant. On va peut-être les regarder ensemble, prendre le temps de regarder ces 2 problématiques. Et puis la 3e, elle me regarde, c'est la problématique de l'orthophoniste. Une fois qu'il y a ces 2 problématiques, qu'est-ce que je fais? Comment je compose avec tout ça, avec ce qui est possible, avec ce qui semble possible de mobiliser, avec cette famille-là, avec ses particularités, sa culture, là où elle en est, les difficultés de l'enfant. Et moi, comment est-ce que je vais penser le soin? Comment à un moment donné, je vais prendre une décision, puis presque un risque aussi, de prendre les choses par ce bout-là, au lieu de le prendre par un autre. Et alors, très clairement de dire, en fait, le bégaiement de l'enfant, c'est une double problématique. Il y a celle de votre enfant qu'on va regarder ensemble, et c'est ça le temps de la séance, le temps où on prend le temps de s'arrêter, de ralentir, de regarder. On va essayer de regarder ensemble en quoi c'est un problème le bégaiement pour votre enfant. Comment il bégaye? Comment il s'exprime? Qu'est-ce que ça l'empêche de faire dans sa vie qui peut être important à ses yeux? Est-ce que vous avez l'impression qu'il en souffre? Quels en sont les signes? Et vous, votre problématique à vous? Qu'est-ce que vous ressentez en présence du bégaiement de votre enfant? Quelles sont les idées qui passent dans votre tête? Quelles sont vos croyances sur le bégaiement? Qu'est-ce que ça vous fait faire?
Qu'est-ce que ça vous donne envie de faire quand vous êtes en présence de votre enfant? Et moi, j'ai l'impression que les parents, quand on leur pose ce cadre-là, de dire, bah, il y a la problématique de votre enfant et il y a la vôtre, très souvent, ils hochent la tête en disant, bah oui, Mmh. effectivement, eux aussi, ça les malmène. Et Mmh. parfois même, ils souffrent plus que leur enfant. Parce Mmh. qu'il y a les préjugés, parce que il y a la conscience que l'enfant va bientôt aborder le collège et qu'à l'école, le sport national, c'est la moquerie et que son enfant va pas être équipé et que il va souffrir et ils partent dans leurs pensées là où l'enfant est peut-être plus au présent, Mmh. plus voilà, plus au présent. Donc on regarde ensemble déjà. Et regarder, c'est énorme. Alors on peut regarder au travers d'un outil. En thérapie ACT, moi j'utilise beaucoup la matrice. Alors avec les enfants de 8 ans, elle est extrêmement simplifiée. De regarder avec lui, bah, qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie, quand tu es à l'école, avec tes copains, puis qu'est-ce qui est important pour toi quand tu parles. Euh, et puis si l'enfant dit, bah, moi j'aimerais bien ne plus bégayer, et on peut lui dire, bah, qu'est-ce que ça changerait pour toi si tu bégayais plus ou si tu bégayais moins? Est-ce que tu ferais les choses différemment? Qu'est-ce que tu ferais plus? Qu'est-ce que tu ferais moins? Et puis, bah, quels sont les obstacles? Qu'est-ce qui t'empêche de lever la main à l'école? Qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? Alors, 8 ans, l'enfant est plus ou moins équipé pour venir identifier ce qui se passe à l'intérieur de lui. On peut lui prêter nos mots, on peut l'inviter à, à venir regarder ce qui se passe à l'intérieur de lui, de nommer sa peur, de déjà la partager, de la localiser dans son corps, de lui faire de la place, très, très, Mmh. très concrètement ou avec des images. Ouais. Voudrais-tu parler plus en détail de la matrice, qui est un outil très, très utilisé en acte, là, avec les 4 volets, les 4... Donc la voyons. matrice, c'est un outil graphique qu'on va faire avec le patient, où on va partager la feuille en 4 cadrans et on va inviter le patient à regarder son expérience et on va la noter. On va trier l'expérience sur ces 4 cadrans pour la regarder ensemble, en fait. Et dans ces 4 cadrans, bah, il y a les cadrans du dessus qui correspondent à tout ce qu'on peut observer avec nos yeux, avec nos oreilles, tout ce qui est observable à l'œil nu, j'allais dire, quand une personne s'exprime, quand une personne vit, qu'est-ce qu'on peut la voir faire. Et puis les cadrans du dessous, c'est tout ce qui est à l'intérieur de la personne et qui n'est pas directement observable. Et ce qui est à l'intérieur de nous, bah, il y a à la fois ce qui est important, ce qui peut me guider, ce vers quoi j'aimerais avancer, et puis il y a ce qui est plus, ce qu'on appelle l'inconfort ou les obstacles intérieurs, c'est les émotions, les sensations, les pensées, toutes ces choses pas très agréables qui peuvent accompagner mon expérience et que je n'aime pas ressentir. Et en présence desquelles je vais avoir un peu tendance à avoir envie de peut-être m'éloigner et de m'échapper parce que c'est souvent le désagréable de l'expérience qui nous fait réagir vers la recherche d'évitement ou de contrôle excessif. Mmh. Et du coup, on regarde avec le patient quand l'inconfort se présente, la peur de bégayer ou la honte, le malaise, ben, qu'est-ce qu'il fait? On prend déjà le temps de regarder, de prendre une photographie sur ce qu'il fait. Et puis après, la matrice, on peut aussi la mettre en action, c'est-à-dire qu'on peut aider le patient à regarder qu'il a le choix en fait. Il a le choix de faire des actions plutôt en direction de ce qui est important pour lui ou des actions pour ne pas ressentir l'inconfort. Et il a absolument le droit, bien sûr, mais que ce sont des actions qui sans doute vont l'éloigner de ce qui est important pour lui. Il y a Mmh. cette double effet de l'action réactionnelle qui est bah, je réagis par plutôt un évitement ou de la lutte et dans un deuxième temps ça peut me renvoyer un peu dans ma souffrance parce que je m'aperçois qu'en évitant certes je me suis soulagée d'une expérience inconfortable mais que je me suis éloignée de ce qui est important pour moi, m'exprimer, et qu'en même temps il y a un deuxième effet négatif qui est si je fais pas, ben, il y a une petite partie de moi qui me dit que je suis pas capable.
et ça peut aller vers un peu cette perte de confiance en soi. Je Et trouve c'est un tellement... outil très dynamique qui est au service du changement et de la flexibilité justement, et que le patient arrive à faire plus de clarté sur qu'est-ce qui est important pour lui, qu'est-ce qu'il fait, est-ce que c'est des actions qui l'aident, est-ce que c'est des actions qui ne l'aident pas, est-ce que c'est des actions qui l'approchent de ce qui est important pour lui ou qui l'éloignent, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui, pour qu'il puisse plus facilement choisir de faire des actions plutôt du côté de la vitalité et de la créativité que de la réactivité, mais en présence d'obstacles intérieurs, là où très certainement il aimerait bien, et peut-être nous aussi, supprimer la case de l'inconfort en imaginant sans doute que la solution pour lui passe par la suppression de l'inconfort pour pouvoir ensuite se mettre à agir. Et le truc génial de l'acte, c'est vraiment de dire il y a des choses qu'on ne peut pas changer, notamment les émotions, les pensées, ça ne répond pas à la résolution de problèmes, ça ne se résout pas, ce ne sont pas des problèmes en soi. Mais moi, je vais t'aider à faire plus d'actions qui comptent à tes yeux, qui vont en direction de ce qui est important pour toi, alors qu'il y a de l'inconfort à l'intérieur de toi. Cet inconfort qu'on va venir regarder, qu'on va nommer, on va accueillir, faire de la place. Et je rejoins ce que tu disais, Judith, tu parlais de disponibilité. C'est ça, si je sais accueillir tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, quand je vais m'exprimer, par exemple, ma peur de bégayer, de ne pas être compris, de la réaction de l'autre, si je la connais, elle sera toujours désagréable, mais plus familière à ressentir, et me laissera sans doute la disponibilité de quand même faire une action qui m'importe, avec tout le risque que ça comporte, mais j'aurais toujours la satisfaction d'avoir eu l'audace de faire quelque chose, alors que c'était pas facile. Ouais. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Ouais, on pourrait montrer aussi le visuel, tu sais, de la matrice avec les 4 cadrans, que vers la droite, on s'approche de ce qui est important pour nous. Si on fait un axe là, horizontal, donc à gauche, on s'éloigne de ce qui est important pour nous. Au centre, c'est nous, le c'est moi. le soi observateur. Puis à droite, on s'approche de ce qui est important pour nous. On va nommer ça les valeurs. Mais souvent, tu disais dans tes textes que en clinique, tu vas plus utiliser le mot « qu'est-ce qui est important » pour la personne. Puis là, en haut, dans les cadrans du haut, on a qu'est-ce qu'on voit. Puis dans les cadrans du bas, on a qu'est-ce qu'on ne voit pas, qu'est-ce qui est caché. Donc, tu sais, par exemple, pour le jeune qui bégaye, ce qu'on va voir quand une action engagée vers ce qui est important pour lui, ça va être, disons, parler de son bégaiement. De vouloir utiliser une stratégie, par exemple, de fluidité ou de dire ce qu'il veut. Puis, en dessous de ça, dans le cadran inférieur à droite, ça va être quelque chose qui est caché, mais il va être plus lui-même. Il va se sentir mieux. Il va se sentir plus confiant. Puis, dans le cadran à gauche en haut, ça va être quelque chose qui l'éloigne de ce qui est important pour lui. Donc, par exemple, mais qu'on voit, donc ça veut dire souvent ça va être l'évitement. Par exemple, il parlera pas. Ouais, c'est ça, il parlera pas. Puis ce qui est caché dans le cadran, le dernier cadran à gauche en bas, c'est tout ce qui vit qu'on ne voit pas. Donc, comme on se disait, des émotions qui peuvent arriver avec le bégaiement. Ce jeune-là, par exemple, s'il évite de parler en classe, là, c'est tout le stress qu'il va vivre, la pensée qui dit « je parle pas parce que je vais bégayer ». Donc, c'est de comme un peu mettre de rendre un peu tout ça un peu plus visuel. C'est un peu ça, hein, tu sais, de visualiser ça, puis de mieux comprendre ce qui se passe, de ce qu'on voit, de ce qu'on voit pas. Puis après ça, de faire le choix. C'est ça, de faire le choix. Puis des fois, c'est correct d'éviter, c'est correct de dire, là, aujourd'hui, j'ai pas envie, là, de poser ma question. Bon. Mais je fais le choix. Puis je comprends un petit peu, de dire, aujourd'hui, ça me tente pas. Puis demain, ou une autre journée, je vois comment je me sens. Ah, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de poser une action en accord avec mes valeurs. Je connais la réponse, on vient à ça, et je vais lever ma main pour donner la réponse. Donc, je suis vers le cadran de droite. Je fais une action qui est en direction de mes valeurs profondes puis de ce qui est important pour moi. Puis fait qu'on pourra montrer visuellement, là, parce que c'est le fun de le voir, je pense, tu sais, d'avoir un exemple, là, on pourra en laisser un dans les ressources.
il y a un magnifique texte que Juliette nous a partagé qui est le cadre et la demande en ACT qu'on va mettre dans les ressources. Puis je sais plus c'était à quelle page. En tout cas, dans ce texte... à la page 4, dans ce texte-là, il y a un schéma de la matrice. C'est ça. Donc, si vous avez envie de le visualiser, c'est là. C'est ce qui conclut notre épisode sur l'ACT. Oui, puis pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas, on a plein de références qu'on va vous laisser, de ressources qu'on va vous laisser dans les références, donc allez voir ça si vous voulez en savoir plus sur l'acte. Donc merci beaucoup Juliette pour ta présence, c'était super intéressant. Oui, mais merci beaucoup vraiment. À bientôt tout le monde. Bye Geneviève, bye Juliette. Bye bye, à bientôt. Salut, c'est encore nous. Je voulais juste vous dire que Je suis un podcast. C'est produit par l'association Bégaiement Communication, qui est un organisme communautaire. L'association Bégaiement Communication vise à soutenir les personnes qui bégayent pour favoriser leur épanouissement personnel, social et professionnel. Pour en savoir plus sur ces services, consultez le abcbégaiement.org ou encore suivez-nous sur les réseaux sociaux sous le nom ABC Bégaiement. Bye!